ne peuvent pas faire l'entraînement. Surtout vous les Européens. C'est toujours vous qui se plaignez en premier. Et donc, avec Nizar, on n'a pas trop le choix. Et puis il y a une atmosphère qui est quand même... Enfin, c'est presque la contrainte, parce que non seulement il y a des punitions si on ne veut pas faire les entraînements, mais aussi des rumeurs de personnes qui ont été exécutées parce qu'elles avaient été considérées comme étant des espions. Donc on ne se la ramène pas trop avec Nizar. On fait cet entraînement-là, on se dit après tout on verra. Et l'entraînement commence, donc c'est de randonnée, il est très chaud évidemment. Il y a un parcours, un petit peu comme sur les photos. Donc voilà, hein, c'est pas la colonie de vacances. Et puis surtout, alors il y a l'entraînement au maniement des armes, comme monter, démonter une Kalachnikov, lancer des grenades, tirer au lance-roquettes. Alors moi dans ma tête, évidemment la guerre c'était un petit peu comme dans les films. La représentation que j'avais de la guerre, c'était deux camps qui s'affrontaient avec des mitraillettes. Et puis là, les gens du camp nous expliquent que non. Que les musulmans sont faibles et que leurs ennemis sont tellement puissants que tous les coups sont permis. Tout devient asymétrique. Il y a des cours, par exemple, on nous apprend à comment faire exploser des charges explosives. Comment faire exploser une charge de TNT à l'aide d'un détonateur. Comment fabriquer même un détonateur avec de l'électronique. Et donc il nous explique que tous les coups sont permis, même les attentats sont un outil comme un autre. En tout cas, on comprend bien là, en tout cas, non seulement ça casse nos représentations, mais là on bascule réellement dans le... Moi je découvre cet nouvel univers qui est celui du terrorisme. Surtout quand le soir à la mosquée il y avait des discours religieux. Il y avait des religieux qui venaient faire des discours, qui venaient expliquer ce que c'était que le djihad, pourquoi il fallait faire le djihad. Mais surtout, alors il y a des imams qui venaient faire des discours. Et il y en a un qui vient un jour, mais lui, cet imam-là, je vois bien qu'il n'est pas comme les autres. Je ne sais pas qui c'est, mais je vois bien qu'il n'est pas comme les autres, parce que déjà, dès qu'il arrive, tout le monde est super excité. Tout le monde dit, voilà, il arrive, vraiment, tout le monde est super excité. Et même la mise en scène. Il est dans un camion, vitre teintée, et puis il y a plusieurs camions devant, derrière, on ne sait pas. Ça tourne comme ça, etc. Il arrive, il se gare, et puis il sort de sa voiture, il a ses gardes du corps. Puis tout le monde est super excité, se précipite vers lui serre la main. Je ne sais pas qui c'est, mais je vois bien visiblement que c'est quelqu'un d'important. Et il vient faire son discours. Il vient expliquer que les attentats suicides, c'est bien. Cette personne-là, c'était Oussama Ben Laden. Il était venu avec son numéro 2, Ayman al-Zawahiri, et il était venu expliquer, il nous disait, vous les jeunes, n'ayez pas peur de commettre des attentats suicides, même si vous êtes jeunes. C'est un outil très efficace. Et puis, il faut se concentrer sur les Américains, c'est les chefs des mécréants, il faut se concentrer sur eux, en priorité. Et puis, on faisait visionner aussi des vidéos dans cette mosquée. Alors, Nizar, entre-temps, lui, il est tombé malade à cause de la difficulté d'entraînement, il est parti à l'hôpital. Alors moi, j'ai dû rester, finir l'entraînement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au bout de 60 jours, l'entraînement se termine. Alors évidemment, on nous laisse repartir. Alors on n'a pas traîné. J'ai été chercher Nizar et j'ai dit, on rentre à la maison. Franchement, ça craint. On voulait des choses à raconter, on en a plein. Voilà. Bon, on racontera peut-être pas tout. Mais... En tout cas, je lui dis à Nizar, on rentre à la maison. Et Nizar me dit, oui, t'as raison, bien sûr, on s'en va. Donc on repart à Djalalabad, la ville, on avait laissé nos passeports et nos affaires d'ailleurs. On récupère nos affaires et puis on explique à ces Algériens qu'on veut rentrer chez nous. Et donc ils nous disent, ben non, c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? On a encore nos billets d'avion et nos passeports et puis on a juste à rentrer au Pakistan. Et ils nous disent, vous n'avez pas entendu ce qui vient de se passer? Ben non, on n'a pas entendu qu'est-ce qu'il y a. Bah écoutez, évidemment en Afghanistan il n'y avait pas la télé ni l'internet. Donc pour s'informer, il n'y a que la radio. Et donc à la radio on a appris qu'il y avait une attaque aux États-Unis. Il y avait deux tours qui étaient excités. Il y avait deux avions qui avaient frappé les tours du World Trade Center à New York. Alors quand on n'a pas les images, c'est difficile de s'imaginer. Et puis, en tout cas, à la radio, on entend parler de plusieurs milliers de morts, et puis on entend dire que la personne qui a revendiqué cet attentat s'appelle Oussama Ben Laden. Je lui dis, Ben Laden c'est qui? Il me dit, c'est l'imam que tu as vu dans le coin, c'est lui. C'est lui qui a revendiqué cet attentat. Alors maintenant, les Américains vont se venger. Donc s'il y a bien un endroit où il ne fallait pas se trouver à ce moment-là, c'était bien celui-là. Et donc, les Algériens nous disent, ben maintenant, le pays est en état d'alerte. Les Américains vont se venger, ils vont intervenir. Donc la frontière elle est fermée. C'est pas le moment de bouger, surtout pas maintenant. Donc on attend, on va voir comment les choses vont évoluer. Et en effet, les Américains interviennent très vite.
Ils commencent à bombarder. Alors au début, ils bombardent avec des missiles, et puis après, c'est les B-52 qui font leur apparition. Alors un bombardement, c'est impressionnant quand on n'a jamais vécu ça. Les bâtiments qui explosent, le ciel qui devient rouge, le sol qui tremble, et puis des victimes, bien sûr. Les Américains, ils n'ont pas de main morte. Et puis les talibans perdent du terrain, ils perdent des villes. Alors il y a Massoud, le commandant Massoud, qui a été assassiné 2 jours avant le 11 septembre. Et ses troupes, l'Alliance du Nord, non seulement voulaient récupérer, donc considéraient que évidemment les talibans étaient leurs ennemis, mais que nous aussi, ils considéraient que nous on était des sympathisants des talibans, qu'on faisait partie du même groupe. Et donc quand ils récupéraient des villes, quand ils ont récupéré Kaboul et Kandahar, ils revenaient vers... On avait des informations comme quoi ils arrivaient à Jalalabad, donc c'était dangereux pour nous. Surtout le jour où les talibans se sont enfuis. À cause des bombardements, les talibans sont partis de Jalalabad. Ils nous ont laissé, nous, les villageois, au milieu de tout ça. Vraiment, ils sont partis. Tous les talibans. Il n'en restait plus un. Il n'y avait plus personne pour nous défendre. Donc il y a la frontière au Pakistan qui est fermée, on a les bombes sur l'hôtel, et puis il y a les lances du Nord qui arrivent. Bon ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? Donc on discute avec les villageois, on dit bon, on va trouver un chemin par les montagnes, un petit peu comme on est arrivé, c'est la seule solution pour s'en sortir. On prend des provisions, des affaires, etc. Et puis on décide de marcher par les montagnes. Alors ça va prendre des semaines évidemment, et puis il y a l'hiver qui avance, et puis on avance, puis on grimpe dans ces montagnes, et puis il fait froid. On monte en altitude, il y a de la neige, il y en a certains qui meurent de froid, il y a des leurs de Français qui sont morts de froid. Il y a eu un reportage sur eux, l'oiseau et sa mère Faraga. En tout cas, nous, avec Nizar, alors les bombardements continuent même dans les montagnes. Hein. Mais par miracle, moi et Nizar, on a réussi à s'en sortir, au bout de plusieurs semaines. Et là, on est heureux. On arrive dans un village au Pakistan. Alors là, c'est la fin du cauchemar. On a survécu. On fait partie des miraculés. Et là, on est super contents, d'autant plus que ces villageois sont très gentils avec nous. Ils nous donnent à manger, et puis ils sont gentils, ils nous hébergent chez eux. Donc on leur explique, on leur dit ce qu'ils pouvaient nous aider à aller à Islamabad, pour qu'on puisse prendre notre avion pour rentrer chez nous. On avait encore nos passeports et nos billets d'avion. Donc les villageois nous disent oui, il n'y a pas de problème, ils sont super gentils ces villageois. Oui, venez à la mosquée du village. Vous appelez tous les villageois qui sont avec vous, venez à la mosquée, on va faire une réunion. Donc on arrive à la mosquée et là, bizarrement, les villageois nous enferment dans la mosquée. Ils mettent un cadenas, des chaînes et ils nous enferment. Alors on ne comprend pas ce qui se passe. Puis là, on va débarquer les forces spéciales pakistanaises. Et là, elles viennent, elles nous capturent, elles nous mettent une cagoule sur la tête, elles nous attachent avec des cordes et nous jettent dans des camions. Alors là, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on a fait. Parce que c'est le fait d'avoir passé la frontière illégalement, c'est quand même largement disproportionné. Enfin, on ne sait pas ce qui se passe. On arrive dans une caserne militaire au Pakistan, puis les Pakistanais sont très violents avec nous. Ils sont assez violents d'ailleurs. Enfin, ça se passe mal. Vraiment, au Pakistan, ça se passe mal. On n'a pas d'explication, on ne sait pas ce qui se passe. Sauf au bout de 3 semaines. Il y a un militaire qui vient nous voir et qui nous dit voilà, on va vous expliquer ce qui se passe. En fait, on vous a capturé parce que les Américains nous proposaient $5 000 par personne. Et donc on a accepté. On va vous remettre demain aux Américains. Vous débrouillerez avec eux, c'est plus notre problème. Pour cela, il faut qu'on vous prenne en photo 2 par 2. Alors, je sais que je suis difficile à reconnaître. Vous avez le droit de rigoler avec les marrants de cette photo. Alors ça, c'est à la prison au Pakistan. Donc c'est la fameuse photo qu'avait prise ce militaire. C'est la veille de notre remise aux Américains. Par miracle, je suis tombé sur cette photo. Enfin, je vous raconterai peut-être l'histoire de cette photo tout à l'heure. Bon, en tout cas, le lendemain, on est revenu aux Américains. Moi, je suis content quand j'entends parler des Américains. Je me dis quand même, c'est pas les Pakistanais. Je vais leur montrer mon passeport français, ils vont voir que je suis français, ils vont me remettre à la France. C'est une démocratie, tout ça. Alors, les Américains, le lendemain, le problème, c'est qu'ils sont plus violents que les Pakistanais. En tout cas, autant. Puis ça recommence, la cagoule sur la tête, on est attaché avec des cordes. Sauf que là, on n'est plus attaché dans un camion, on est attaché dans la cabine d'un avion. Alors là, on est inquiet. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, les Américains? Qu'est-ce qu'on leur a fait? On s'imagine le pire dans ces conditions, évidemment. Est-ce qu'ils vont nous jeter de l'avion? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi eux nous traitent mal, enfin, les Pakistanais? Enfin, je dis rien contre les Pakistanais, hein, c'est pas ça, mais c'est vrai que venant des Américains, c'était plus étonnant. En tout cas, moi, l'image que j'avais d'eux, dans les films, ils sont toujours gentils. Et donc, on arrive... en fait, les Américains nous ont renvoyés en Afghanistan. Ouais, ça faisait des semaines qu'on essayait de fuir, et voilà qu'ils nous ramènent là-bas. Le pire, c'est qu'ils nous ramènent dans la ville de Kandahar, la ville où il y avait le camp d'entraînement.
En effet, les Américains avaient récupéré, avaient fait une base militaire dans cette ville, dans laquelle ils avaient mis une prison, fabriqué une prison, dans laquelle ils entassaient toutes les personnes qui capturaient un peu partout dans le monde. Et puis là commencent les premiers interrogatoires par la police militaire. Et donc ils nous expliquent un peu la situation. Ils disent voilà, on a eu un attentat le 11 septembre. Donc nous on a arrêté tout le monde et puis maintenant on verra. Mais il fallait qu'on normal, il fallait qu'on riposte. Pour nous, vous êtes tous des complices. Pourquoi vous êtes partis en Afghanistan? On fait tous partie d'Al-Qaïda. Alors moi je lui dis, mais Al-Qaïda c'est qui? Il dit, Al-Qaïda c'est toi. C'est vous Al-Qaïda? Ben oui, c'est tout votre groupe là. Et donc, au bout d'une semaine, donc ça recommence, la cagoule sur la tête et tout. Sauf que là, on nous a rasé la tête et la barbe, on nous a mis un casque dans les oreilles, dans les yeux, on nous a mis des gants. On l'a attaché toujours dans un avion, sauf que là, ça ne va pas durer 2 heures, ça va durer 24 heures. Au bout de 24 heures, on arrive dans une base militaire américaine. Je me dis, bon, ça a duré 24 heures, il y a des militaires américains, à mon avis, on doit être aux États-Unis. On arrive dans un camp, et puis là, les militaires, les Américains nous expliquent qu'on n'est pas aux États-Unis, on est à Cuba. On est dans une base militaire, dans une ville qui s'appelle Guantanamo. Et donc les Américains nous disent, vous êtes ici parce qu'à Guantanamo, les lois américaines ne peuvent pas s'appliquer parce qu'on est à Cuba. Mais les lois cubaines ne peuvent pas s'appliquer non plus parce qu'on est dans une base militaire américaine. Donc ici, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit. Et là, on se retrouve donc dans un premier camp qui s'appelle le camp X-Ray. Donc le camp X-Ray, ça ressemble à ça, c'est des cages en extérieur. Donc on a 2 seaux, un seau pour faire ses besoins, un seau pour se laver. C'est très humiliant évidemment de faire ses besoins dans un seau. On ne sait pas pourquoi on est là, on est dans une base militaire. Les Américains ne donnent aucune explication sur la raison pour laquelle on est détenu, ni combien de temps ça va durer. Enfin voilà, c'est très difficile. On ne nous donne pas le droit de parler, puis on est enfermé H24 dans cette cellule. Et puis on est transféré dans un autre camp au bout de 4 mois. Dans un autre camp, Manu Militari, dans le camp Delta. Et là, le camp Delta, c'est du costaud. C'est une prison qui est toute neuve. Les Américains l'ont fabriquée pour l'occasion. On se dit, si les Américains ont fabriqué cette prison toute neuve, c'est pas pour qu'on y reste un petit moment. Puis même les cellules ne sont pas pareilles. Là, il y a un lit, il y a une toilette, il y a un robinet, enfin, c'est du costaud. Et puis ça recommence, cette incertitude de l'avenir, on ne sait toujours pas pourquoi on est là, combien de temps ça va durer. Mais le plus dur, c'est pas ça, même si c'est déjà très difficile. C'est qu'en parallèle de cette détention qui est limitée, on est aussi interrogé. Il y a des salles d'interrogatoire dans lesquelles on est interrogé régulièrement par les Américains. Sauf que là, on n'est plus simplement interrogé par la police militaire, on est interrogé par la CIA, le FBI, les services de renseignement, même français d'ailleurs, enfin, un tas de gens. Et les Américains utilisent des techniques d'interrogatoire musclées. C'est comme ça qu'eux appellent ça. Les droits de l'homme, les organisations des droits de l'homme préfèrent parler de torture. Donc c'est des techniques que les Américains ont élaborées, comme la privation de sommeil par exemple. Toutes les demi-heures, on est changé de cellule. Donc c'est impossible de dormir. Toutes les demi-heures, on est changé de cellule, on est mis dans la cellule d'à côté. Donc évidemment, c'est impossible de dormir dans ces conditions. Donc, au bout d'une semaine, quand on est bien énervé, bien fatigué, on passe à l'interrogatoire. Il y a l'utilisation de la climatisation, le chaud, le froid, on le jetait de l'eau froide et puis on mettait la climatisation à fond et puis on pouvait nous laisser toute la nuit dans cette cellule. Il y avait aussi l'utilisation de la musique, les grosses enceintes qui étaient installées dans ces salles d'interrogatoire, avec la musique qu'on nous était près des oreilles, très très fort, et puis des flashs de lumière dans les yeux, les deux en même temps. Il y a donc le fait d'être menotté dans des positions douloureuses aussi, puis le coup des gardiens évidemment. Hein. Alors là c'est une photo qui est à Abu Ghraib, mais on sait que le général qui était à Abu Ghraib, il était avant à Guantanamo, en 2002 et 2004, le général Miller. Donc il s'entraînait chez nous pour aller l'appliquer à Abu Ghraib. Et puis l'utilisation des chiens. Enfin vous l'avez compris, les interrogatoires se passent mal, vraiment très mal. Alors s'il y a une bonne nouvelle, malgré tout, dans ce contexte très difficile, c'est qu'on a quelques informations, notamment grâce à la Croix-Rouge. C'est les seuls habilités à venir nous voir. Donc ils ont le droit de venir nous voir à condition qu'ils ne nous donnent aucune nouvelle de l'extérieur. Et donc ils nous expliquent qu'à Vénissieux, quartier des Maguettes, il y a eu un comité de soutien qui s'était formé, un peu comme d'ailleurs à l'époque de mon père. Et donc ils avaient pris par exemple une grande banderole qu'ils avaient collée dans le bâtiment.